Le 16 février 2017, à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, les procureurs ont terminé la présentation de ces éléments de preuve dans l'affaire Bosco Ntaganda. Le procès dans cette affaire s'est ouvert devant la Chambre de première instance 6 le 2 septembre 2015. Les 3 juges de la Cour constituant la Chambre de première instance sont le juge président Robert Fremer, le juge Kuniko Ozaki et le juge Chan Hong-chung. Tous les 3 sont responsables de mener les procédures justes et diligentes dans le plein respect des droits des accusés et de la protection des victimes et des témoins. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général et responsable des opérations militaires de l'Organisation de l'Union des patriotes congolais, UPC, et des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC. Bosco Ntaganda est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité, soit meurtre et tentative de meurtre, attaque contre des civils, viol, esclavage sexuel des civils, pillage, déplacement des civils, attaque contre des biens protégés, destruction de biens de l'ennemi, enrôlement et conscription d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités, persécutions et transferts forcés des populations. Ces actes auraient été commis en 2002 et 2003 en Ituri, en République démocratique du Congo. Conformément au règlement des procédures et de preuves, le juge président Robert Fremer est assuré que l'accusé ait compris ses charges. Le juge président a ensuite demandé à l'accusé s'il plaidait coupable ou non coupable. Dans ce cas-là, M. Bosco Ntaganda, veuillez vous lever. Mr. Bosco, Monsieur Bosco Ntaganda, plaidez-vous coupable ou non coupable de chacun des 18 chefs d'accusation qui vous sont reprochés? Monsieur le Président, je plaide non coupable pour toutes les charges. L'accusation doit présenter des éléments de preuve devant la Cour prouvant que la personne accusée est coupable au-delà de tout doute raisonnable. L'accusation a ainsi pu présenter des témoins, des documents, du matériel audiovisuel, des photos et aussi d'autres matériels documentaires. Les crimes pour lesquels Bosco Ntaganda est accusé ont prétendument été commis en 2002 et 2003 lorsqu'il était alors chef adjoint de l'état-major des opérations militaires des FPLC. À cette époque, les FPLC ont été une des milices impliquées dans le conflit de la région de l'Ituri en République démocratique du Congo. L'accusation prétend que, jusqu'en février 2003, à la suite de mois de combats ethniques et intenses entre le Lendu et les Hema, l'UPC a pris contrôle de la majorité de l'Ituri. Selon les procureurs, Bosco Ntaganda était le chef d'état-major adjoint, chargé des opérations et de l'organisation, qui a à la fois planifié et programmé les opérations et coordonné la logistique, les armes et l'entraînement, et qui a donné des ordres pour les crimes commis. This trial, Mr. President, is about Bosco. Ce procès porte sur la responsabilité de Bosco Ntaganda dans le cadre du meurtre de la famille de P106 et le meurtre de toutes les personnes dans la bananerie à Kobu, et pour 17 autres crimes dont il est accusé. Or, Bosco Ntaganda était le commandant le plus haut gradé, chargé des opérations et de l'organisation. Il planifiait les opérations, il les dirigeait, il coordonnait la logistique, il obtenait les armes, il formait les soldats de l'UPC qui exécutaient les crimes. Il donnait des ordres pour les attaques et les meurtres. Et il ne punissait personne pour ces crimes.
Au contraire, il a même loué le commandant sur le terrain lors de ces meurtres. M. Ntaganda est accusé des 13 chefs des crimes de guerre et des 5 chefs des crimes contre l'humanité. 13 de ces chefs d'accusation portés contre lui sont liés à 2 attaques, la première en novembre et décembre 2002 et autour de Mungwalu et des 4 villages environnant la collectivité des Banyalikilo. La deuxième en février 2003 et autour de Lipri, Bambou, Kobu et des 23 villages environnant la collectivité de Walendu Djati. 5 décharges impliquent l'enrôlement et la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans la branche militaire de l'UPC. Leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités, leur viol et leur asservissement comme esclaves sexuels entre le 6 août 2002 et la fin décembre 2003. Des témoins vous diront qu'il était fait référence aux enfants qui faisaient partie des rangs de l'UPC comme des kadogo. Il s'agit d'un terme swahili qui signifie un jeune ou un petit. L'UPC a ciblé ces enfants de façon intentionnelle. Ils souhaitaient avoir des enfants dans leurs forces armées parce que les enfants sont par définition obéissants, ils n'exigent rien, ils ne connaissaient pas la peur, il était facile ainsi d'exploiter leur innocence. Bosco Ntaganda était chargé du recrutement et de la formation et de l'entraînement pour l'UPC. Il a personnellement recruté des enfants. Il venait régulièrement dans les camps d'entraînement, et ce afin de vérifier les progrès accomplis par les jeunes recrues et afin de les galvaniser. Il leur a fourni des uniformes et des armes lorsque ces recrues finissaient leur entraînement militaire et étaient déployés pour le combat, et il choisissait des garçons et des filles pour son escorte personnelle. Au cours de 164 jours d'audience, le bureau du procureur a appelé 71 témoins, dont 8 qui ont témoigné par liaison vidéo à partir d'un autre site. Au-delà, le procureur a admis environ 1300 documents comme éléments de preuve. Je vous remercie. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu des corps. Parmi ces corps, il y en avait qui étaient ligotés au niveau des bras. Et il y avait des corps qui étaient restés en sous-vêtements. Et les têtes des corps étaient écrasées par des pilons. Ces mortiers se trouvaient là. Il y avait des gens qui étaient décapités. Il y avait également des femmes qui étaient inventrées. La Cour peut prendre un certain nombre de mesures de protection en faveur des témoins et de toute autre personne pouvant courir un risque. Pendant la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur, 51 témoins ont témoigné avec des mesures de protection complètes, soit le recours à un pseudonyme, la distorsion de la voix et le floutage de l'image. Au fait, distinguer les civils aux combattants, c'était facile. Les combattants avaient des armes et surtout les combattants Lendu, on les trouvait parfois avec quelques histoires qu'ils considéraient comme des fétiches. Les témoins experts sont habituellement des personnes aux connaissances et compétences particulières dans un secteur déterminé. Ils sont appelés par les différentes parties pour donner leur expertise. Pendant la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur, 11 témoins experts ont produit des rapports et se sont présentés devant la Chambre pour répondre aux questions. Dans la mission qui m'avait été donnée lors de la déplacement à Kobu et à Tchouja, conformément à la lettre d'instruction qui m'a été adressée par le bureau du procureur, j'avais à la fois une mission, un rôle de photographe, des photographies, et dans
Et une deuxième mission qui m'avait été confiée, c'était d'assurer éventuellement la gestion d'une scène de crime si le cas se présentait. À la CPI, les victimes peuvent participer aux procédures et demander des réparations. Dans cette affaire, la Chambre a autorisé 2142 victimes à participer. Dans la salle d'audience, les victimes sont représentées par des avocats, les représentants légaux des victimes, qui veillent à ce que leurs vives préoccupations soient entendues à tous les stades de la procédure sur les questions qui concernent leurs intérêts personnels. Dans cette affaire, 283 enfants soldats qui sont victimes sont représentés par Sarah Pellet et les 1859 victimes des attaques de l'UPC et des FPLC sont représentées par Dimitro Suprun. Pour les jeunes filles recrutées dans les rangs de l'UPC, FPLC, le viol et la réduction en esclavage sexuel constituaient une conséquence quasi inhérente à leur recrutement. Une fois intégrées dans la milice, elles étaient utilisées comme épouses de commandants, terme faisant pudiquement référence au fait qu'elles étaient maintenues en esclavage sexuel ou simplement données en pâture aux membres de la milice. Ces jeunes filles ne se remettront sans doute jamais des viols répétés et de l'esclavage sexuel auquel elles étaient systématiquement réduites. A/627/13, une enfant d'à peine 14 ans au moment des faits, explique par exemple, je cite, « Les quelque temps que j'ai fait au camp, j'étais devenue l'épouse de tous les hommes de troupe que j'ai trouvés là. Puis, après, un commandant a préféré me prendre comme épouse définitive. » De même, A/349/15 explique, je cite, « Les miliciens de l'UPC sont rentrés chez nous. Ils m'ont ramené de force dans leur camp. Ils m'ont forcé à travailler très dur. Je faisais tout, le ménage, préparer à manger, nettoyer leurs tenues. Ils m'ont violée. C'était trop dur. J'ai eu beaucoup peur pour ma vie, j'ai beaucoup souffert. J'avais mal partout dans mon corps. » Elle avait 11 ans, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. A/30-367/15 précise quant à elle, je cite, « J'ai été enlevée par 3 éléments de l'UPC. Ils m'ont ramenée dans leur camp où 3 militaires m'ont violée successivement jusqu'au matin. Épuisée, j'ai perdu connaissance. » Malheureusement, les abus et les maltraitances n'étaient pas exclusivement réservés aux filles. Bien au contraire, la violence physique et les menaces touchaient tous les enfants, sans distinction d'âge ou de sexe. Ce mode d'interaction quotidien avec les enfants visait à s'assurer de leur soumission totale et de leur respect inconditionnel aux ordres donnés. Certaines victimes, eu égard à leur âge et leur état de santé, ne verront pas l'issue du procès dans les présentes affaires. Mais elles y croient. Elles croient à la justice devant la Cour pénale internationale. Les yeux des victimes sont donc tournés vers la Cour pénale internationale, vers vous, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Malgré le caractère irréparable du préjudice qu'ils ont toutes subi, les victimes espèrent que la justice, qui sera un jour rendue dans les présentes affaires, pourra apaiser leur douleur et leur souffrance, ainsi que rendre hommage à celles qui n'ont pas survécu. Mais les victimes qui se sont senties abandonnées depuis plus que 12 ans espèrent aussi que le procès dans les présentes affaires pourrait attirer l'attention sur leur situation extrêmement difficile de la part de la communauté internationale, du Fonds au profit des victimes, des organismes humanitaires et des autorités congolaises, et que des mesures réelles et effectives soient enfin mises en place pour apporter aux victimes toutes sortes d'assistance possibles, individuelles ou collectives, matérielles, psychologiques ou médicales, afin de leur permettre de simplement survivre et de reconstituer, dans la mesure du possible, leur vie brisée. Elles espèrent simplement que leur espoir
ne se transformera pas en désillusion. Je vous remercie. Les 1er et le 2 mars 2017, les juges ont autorisé 6 victimes à présenter leurs vues et préoccupations. 5 d'entre elles se sont présentées devant la cour par liaison vidéo. Chacune à leur tour, les victimes se sont exprimées sur ce qui s'est passé entre fin 2002 et début 2003 et ont exprimé leurs attentes quant à la tenue de ces procès. Les 5 victimes se sont exprimées au sujet de ce qu'elles ont vécu dans la brousse, des viols, des enlèvements ou encore de la perte de plusieurs membres de leur famille. J'ai des cauchemars où je vois les militaires venir me prendre de force et me faire sortir. Ce sont des idées qui me reviennent à la tête. Ainsi, je souhaiterais qu'on puisse m'assister parce que je souffre beaucoup de ces cauchemars. J'avais du mal, j'ai souffert. Cela s'est fait devant mes enfants qui ont été témoins de tous ces événements. Et cela m'a perturbé. Mais qu'est-ce que je vais faire puisque cela a déjà eu lieu? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait d'avoir perdu toute ma famille. Je ne sais pas si je peux supporter le fait que je les ai perdus. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir perdu de l'argent. Et le fait d'avoir tout perdu a fait que je suis allé au bureau pour donner mon nom, pour dire que j'avais pratiquement perdu et ma famille et tous mes biens. À la fin de chaque récit, le représentant légal, Maître Souproun, a demandé aux victimes leurs souhaits en termes de réparation. J'aimerais qu'il m'assiste, que je regagne le chemin de l'école, qu'il puisse construire une maison pour nous, puisque comme notre maison a été détruite. Pendant la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur, l'équipe de défense de M. Ntaganda, dirigée par le conseil principal Stéphane Bourgon, avait également l'opportunité de poser des questions aux témoins de l'accusation et de présenter des éléments de preuve. Now, we refer to that period of Il a été fait référence à la période de juillet 2002. Nous avons exploré ce qui s'est passé des deux côtés de la ville. Et ma question maintenant est la suivante. À mesure que cette organisation se fait, les combattants lindous et l'APC étaient en train de détruire et d'incendier des villages Emma. Vous savez cela, n'est-ce pas? J'en étais au courant. So you also know that in the same... Et vous savez également que pendant cette même période, il y avait une formation qui avait lieu à Mandro. Le but étant de mettre sur pied une force armée afin de protéger la population de ces attaques. Est-ce que vous savez cela? Oui, j'en étais au courant. Certes, si je me mets dans la peau d'un observateur, je me dis, après avoir écouté la poursuite, wow! Il est vraiment terrible, ce Taganda. Monsieur le Président, tout reste à prouver. C'est un mais qui est très important. De plus, il y a un autre côté au récit présenté par l'accusation. Et lorsque l'on met les deux en parallèle, la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain en 2002 et 2003 est entièrement différente. Une fois que le procureur a conclu la présentation de sa thèse, c'est au tour de la défense de mener la présentation de ces éléments de preuve. À l'issue de la procédure, la Chambre de première instance rend son jugement en acquittant ou en condamnant l'accusé. Si l'accusé est déclaré coupable, la Chambre prononce une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement, ou si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient, la réclusion à perpétuité. La Chambre de première instance peut également ordonner l'octroi des réparations aux victimes.